d'où nous allons vous faire vivre les derniers moments de cette grande épreuve que sont les 24 heures de Zolder, 24 heures Belcar, ce championnat d'endurance national. Il s'est passé beaucoup de choses depuis hier 18h évidemment, mais pour l'instant nous rejoignons un homme qui a survécu à cette nuit bourgeoise, Vincent Franssen. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Laurent, la bienvenue sur l'antenne de Club RTL pour ces 24 heures de Zolder effectivement qui ont été assez palpitantes, on s'en doutait. C'est vrai que la météo a peut-être été moins sévère que ce qu'on pouvait s'attendre, ce à quoi on pouvait s'attendre. Hier il a plu en début de course, il a un peu moins plu par la suite, mais ça n'a pas empêché une cascade de rebondissements dans cette course. Tout à fait, on a vécu les premiers grands faits de course en direct et juste après que nous ayons rendu l'antenne, évidemment il y a eu beaucoup de choses très spectaculaires. Ça, on va y revenir dans quelques petits instants. Là nous voyons à l'heure actuelle la voiture qui est en tête depuis le début de cette course, faut bien le dire. Oui, elle a juste quitté le leadership, on verra plus tard pourquoi au début de la matinée, mais à part ça, c'est vrai que ça tourne particulièrement en rond pour la Chrysler Viper GTSR du GLPK Racing, la voiture de Bert Longin, Anthony Kumpen, Mike Ezeman, c'est Vincent Dupont. Elle mène la danse pour l'instant devant, et c'est une surprise, la Porsche 996 qui n'est pas biturbo mais qui est Super Cup, la voiture de Waters Bruinhoog Van Moll. Et en troisième position, on retrouve la Porsche 996 GT3 RS, la voiture de Penders Gossens du Jardin. Quatrième place pour la BMW de Bas Lenders, c'est le reste de la meute. On peut vous dire qu'actuellement il reste 27 voitures en course sur les 47 au départ, ça fait du déchet. Oui, tout à fait, il y a eu pas mal de choses, pas mal d'abandons à la régulière, on va dire, des voitures qui cassent, et puis des faits de course, des abandons dus à des accrochages, à des petits accidents, toujours un petit peu délicat à commenter quand on n'a pas les images, comme on avait eu le tour hier avec la Porsche de Joyce de Troc et de la Ginetta d'Olivier Moïjens. Là c'était clair et net, c'était un fait de course, on savait d'où venait la faute, mais après pour le reste ça va falloir analyser un petit peu. Regardez, on verra les images tout à l'heure. Voilà cette Chrysler Viper qui mène la danse actuellement de manière confortable. Elle a 14 tours d'avance sur la deuxième, donc la Porsche de Waters. Au niveau de la catégorie tourisme, vous le voyez, c'est la grosse surprise. On en a beaucoup parlé, Laurent, hier de cette fameuse Mini Cooper S3. La petite Mini avec son moteur 2M3, conduite entre autres par Jean-Pierre Blaise, et qui assure et qui est là, qui est toujours là. On l'entend rouler, elle roule, ma foi, toujours très bien. Elle est en tête de cette catégorie tourisme. Oui, effectivement, c'est une surprise. Elle avait déjà remporté sa catégorie tourisme lors de la manche Belcar des Spa Euro Race. C'était à Francorchamps il y a à peu près 2 mois d'ici. On ne pensait pas qu'elle pouvait rééditer cela sur 2 tours d'horloge complets. Vous allez me dire, on n'est pas encore tout à fait à l'arrivée. C'est vrai qu'il reste quelque chose comme 3/4 d'heure de course maintenant, mais ça semble quand même fort bien parti pour cette Mini Cooper S3. Tout à fait, le pari était pris d'avoir un moteur fiable, celui de la M3. Sa réputation n'est plus à faire, et d'avoir un châssis qui permettait de réduire un peu le poids de la voiture et d'être performant. Apparemment, pari gagné pour l'instant en tout cas. Deuxième position dans cette course pour la Porsche 44 Super Cup que vous avez à l'image, la voiture de Koen et Chris Waters. Ce sont les membres de la formation Clouseau, bien connus dans la partie flamande du pays, en groupe de rock bien connu, avec Eric Bruinhoog, spécialiste des 24 heures de Zolder, et Guy Van Moll, un ancien pilote pourrait-on dire du Belcar, qui s'est remis au volant le temps de ces 24 heures avec succès. Cette voiture a passé sans encombre la nuit, n'a pas connu d'ennui majeur, et de ce fait on la retrouve à une excellente deuxième position du classement général. Et ceci dit, elle est poursuivie de très près par la Porsche qu'on attendait en tête de cette catégorie et même en tête de la course, la numéro 62, pilotée entre autres par Marc Gossens. Ouais, Marc Gossens, Rudy Penders qui pilotait cette Porsche avec Kurt Dujardin, voiture qui a connu des petits problèmes, on va le voir dans le petit résumé qu'on va vous proposer très bientôt. Et c'est vrai qu'il y a moins d'un tour en tout cas entre la numéro 44 de Waters et la voiture de Marc Gossens qu'on a à l'instant à l'image, la numéro 62, tout phare allumé bien sûr. On peut dire que dans le clan du team RTM Racing, là-bas on va vraiment pousser durant ces 3 derniers quarts d'heure de course pour essayer à la régulière de passer devant cette Porsche numéro 44. Effectivement, les 2 et 3 sont dans le même tour, alors que cette Viper numéro 42, elle possède quelques tours d'avance, mais des tours d'avance, quand on en parle sur les 24 heures de Francorchamps, sont des tours assez longs. On peut se dire que là il faudrait un arrêt forcé de relativement longue durée pour pouvoir rattraper cette voiture. Mais ici à Zolder, où le tour est beaucoup plus rapide, est-ce que ça veut dire quelque chose réellement en 12 tours? 12 tours et même 14 dans le cas des leaders actuellement, ça veut dire quelque chose. Oui, il faut savoir que ce matin la Viper avait 11 tours d'avance, et comme on va le voir dans le résumé qu'on va lancer j'imagine assez rapidement maintenant, et bien ces 11 tours se sont envolés à cause d'un bris de cardan, d'un coup d'un seul, et la Viper s'est retrouvée en deuxième position.
Donc c'est sûr qu'avec 14 tours ou 13 tours d'avance à 3 quarts d'heure de la fin, on est à l'abri. Mais s'il y a une panne sur la voiture, ça ne fait jamais que 13 fois 1 minute 40 plus ou moins. Donc le temps d'une réparation et la victoire pourrait s'envoler. D'accord. Et là à l'image nous avons le numéro 61, on en a beaucoup parlé hier également puisque c'est la voiture qui s'était lancée après tout le monde de la pit lane. Elle n'avait pas pu prendre le départ puisqu'un de ses pilotes, Bas Lenders, n'avait pas assisté aux essais et aux qualifications. Et cette voiture, ma foi, s'en sort plutôt bien. Elle s'en sort bien, elle a connu un parcours sans faute, cette BMW Z3 coupée. On n'en parle pas beaucoup, on n'en a pas beaucoup parlé pendant les 24 heures parce que ça a roulé tout simplement pour cette voiture. Bas Lenders, Patrick Bélien, Georges Sévrich au volant de cette voiture et Guino Kennis qu'on a retrouvé en New Procar également hier, en levée de rideau des 24 heures de Zolder. Une voiture qui avait disputé les 24 heures de Francorchamps il y a 3 semaines d'ici et qui avait terminé à la 13e place du général et qui est en passe maintenant de terminer 4e des 24 heures de Zolder. C'est une excellente performance et une preuve irréfutable cette fois-ci que l'engin est définitivement fiable. Oui, surtout quand il est placé en de bonnes mains. Oui, comme celle de Bas Lenders, ce qui a assuré des relais impeccables. On gardera, Laurent, en mémoire son premier relais hier. Il est parti dernier. Tout à fait. Il est parti dernier. On s'attendait à le voir arriver dans le top 10 après 1 heure de course. Et il s'avère qu'il était déjà, je pense, 6e après une demi-heure. Après une demi-heure de course, il était 6e. Et après 1 heure de course, très exactement, il était en 3e position avec cette BMW Z3 coupée. Là, c'est un de ses équipiers qui va terminer l'épreuve. Patrick Bélien, je pense, le propriétaire de cette voiture. Petite équipe amateur, mais amateur, on va dire, en sachant y faire. La preuve, c'est qu'il prépare cette voiture avec maestria et que pour les 24 heures de Francorchamps, il s'était attiré la sympathie de BMW Belgium, directement l'importateur belge qui les avait soutenus. Retour avec la Viper de tête, la numéro 42. Regardez ce casque rouge, bleu et jaune. C'est celui bien connu de Mr. Mike Ezemans, le pilote du championnat FIA GT, traditionnel équipier d'Anthony Kumpen dans le clan Carsport Holland. Et je pense que nous allons partir tout de suite avec les images qui nous présentent un résumé de la soirée de ces 24 heures de Zolder, suivi de ce qui s'est passé pendant la nuit. Les nuits des 24 heures, toujours redoutées, redoutables. Images tout de suite, alors que nous voyons toujours cette numéro 42. Voilà, c'est parti Laurent avec ce résumé, avec la Viper qui à ce moment-là, au moment où on se quitte hier, est en tête de la course. Regardez la catastrophe pour la Ford Mondeo, numéro 9 de Patrick Céleslag. Il a effectué 2 tonneaux avec la voiture. On l'avait vu avoir des problèmes avec l'écrou central hier dans la pit lane. Eh bien, 10 minutes après la fin de notre reportage, malheureusement, c'était la sortie des safety cars. Cette sortie des safety cars qui entraîne la montée en piste pour dégager la Mondeo de véhicules de la sécurité. Et regardez bien, sous la safety car, ce qui va se passer dans la ligne droite des stands de cette fois-ci. C'est absolument ahurissant, l'image que vous allez voir. Les concurrents sont au ralenti. Regardez la toute dernière, la Marcos Rouge qui arrive, percute de plein fouet la BMW qui va dans le mur. On croit au simple accident à ce moment-là, mais non, la voiture s'embrase véritablement. Christian Van de Velde au volant de cette BMW M3 GTR numéro 26. Christian Van de Velde qui va avoir le temps de sortir assez rapidement de la voiture. La Marcos naturellement est fort abîmée également. Tout ça, je vous le rappelle, se passe sous safety car en période de neutralisation. Là, le pilote de la Marcos, on doit lui montrer la carte rouge parce qu'il n'a pas ralenti et il a tout simplement percuté le tas à toute allure, ce qui n'était pas très malin. Oui, c'est incroyable. Alors, on va vraiment arriver à fond de balle. Alors tout le monde est à l'arrêt, fait attention, et lui il arrive à croire qu'il est en train de lire le journal, ou je sais pas, peut-être qu'il passait un petit coup de fil, mais spectaculaire encore une fois, des 24 heures qui en ce moment nous abreuve de flammes. Effectivement, la Viper 42 est en tête de la course. L'autre Viper, c'est la numéro 1 de Quismanen, Hasenbichler et Alamaki, un équipage finlandais et autrichien pour Hasenbichler. Une voiture qui va d'emblée connaître des problèmes. Regardez l'avant droit de la voiture qui est fort abîmé suite à une sortie de route. En fait, un accrochage avec l'autre Viper qui a propulsé celle-ci dans le mur. Ça, c'est malin. Et oui, c'est malin, forcément. Et pour l'équipe de Matti Alamaki et Pertti Quismanen, on va tout simplement désosser cette Viper à l'avant, essayer de réparer ce qui peut l'être, mais le radiateur est touché. C'est tout aussi grave sur la Porsche numéro 43 d'Albert Van Scott. Là, on a les vainqueurs des 24 heures de Zolder 2001. Albert Van Scott n'était pas au volant, c'était Von Stals qui était au volant. Ils vont renoncer. Abandon confirmé également de la Viper numéro 1. Qui reste là dans le stand et dans le clan de Pertti Quismanen. Eh bien, on remballe. C'est terminé à ce moment-là. Les bolides sont au cœur de la nuit et au sommet du classement trône toujours la Viper numéro 42. D'accord. Et cette Viper numéro 1 qui a dû complètement abandonner suite à cet accrochage, comment est-ce qu'on peut s'arranger? On parlait hier de la fougue des pilotes. Quand on roule dans la même catégorie pour la même victoire, on finit par faire des erreurs, par s'accrocher. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de malsain dans l'histoire ou ça s'est fait? Non, j'avais le bonheur d'être en cabine speaker à ce moment-là avec le micro sous le nez et les deux bolides, les deux Vipers sont passés côte à côte dans la ligne droite et au
au bout de la ligne droite, la 42, la GLPK a resserré et la numéro 1 de Chris Mannen n'a pas levé pour laisser passer la 42. Elles se sont légèrement touchées et la numéro 1 est allée péter contre le mur de protection à droite et a abîmé considérablement l'avant. Ensuite, ça a été un bac à sable qui a définitivement précipité l'abandon de cette Chrysler Viper numéro 1. Et c'est vrai que déjà toucher un mur avec ce genre de voiture, ça casse vite. Hein. Tout ce qui est carrosserie est en fibre ou en carbone pour les plus évolués. Les moteurs sont donc déjà vraiment à portée de choc. Et quand on touche le mur, vraiment là-bas en bout de ligne droite, c'est à très haute vitesse. Oui, hein. c'était très vite. Hein. C'était juste au moment où les pilotes entament leur freinage. C'était un choc qui était peut-être pas très impressionnant, mais vu la vitesse, naturellement, ça fait beaucoup de dégâts. Ils ont replacé le radiateur de cette Viper numéro 1. Ensuite, un deuxième pilote est sorti de la route. On a de nouveau constaté que le radiateur était percé. C'est bien simple, il n'en avait pas 3 de rechange, donc c'était l'abandon inévitablement. Et heureusement, dans ce choc, pas de bobo pour la Chrysler Viper numéro 42, celle d'Anthony Kumpen, de Mike Ezemans, de Bert Longin, de Vincent Dupont, que vous avez à l'image, qui est en tête de la course maintenant. Et on croise les doigts pour eux, naturellement, de remporter les 24 heures de Zolder. Retour au cœur de la nuit, au petit matin, serait-on tenté de dire, avec cette même Viper éternellement numéro 42, qui se pointe en tête du classement, devant la Porsche numéro 62, la voiture de Marc Gossens, Rudy Penders et Kurt Dujardin. Cette Porsche 996 GT3 RS, particulièrement évoluée. Et en troisième position, on retrouve celle-ci, la 44, la Porsche 996 Super Cup de Wouters, Bruynhoek et Van Moll, actuel deuxième du classement. À ce moment-là, ils étaient en troisième position. Des petites contrariétés, c'est ce matin, au petit matin, un cardan qui casse sur la Viper. Je vous l'avais dit, elle était en tête, 11 tours d'avance et patatras, on retire ce cardan qui est cassé et forcément, eh bien, ça va avoir comme effet de l'avoir plongé au niveau du classement. Et Paul Kumpen, le team manager, qui va expliquer après cette mésaventure qu'ils ont décidé de changer. Le cardan n'était pas tout à fait cassé, mais allait casser. Donc c'était une mesure de prudence. Mais le problème qu'ils disent, c'est qu'il y a 24 boulons pour changer un cardan de Chrysler Viper. Et de ce fait, ça a pris pas mal de temps. C'était pas aussi facile qu'on pouvait l'imaginer. Quand on voit déjà que des fois un seul boulon grippe et bloque tout quand il y en a 24. Effectivement, cette Viper va reprendre la piste en deuxième position à ce moment-là. On retrouve en tête du classement et c'est la surprise de la matinée, la Porsche numéro 62 de Gossens, de Penders. Cette voiture donc qui se présente au sommet du classement. On se dit là-bas qu'on est parti pour une lutte d'anthologie pour les heures qui vont suivre. Mais petit à petit, on se rend compte au fil des tours que la Viper n'est vraiment pas loin, qu'elle revient à grandes enjambées sur la Porsche numéro 62. On s'attend à un beau duel. La preuve, l'attaque maximale des pilotes avec Bert Longin actuellement au volant. C'est l'image que l'on voit ici. Avec Vincent Dupont également, avec Anthony Kumpen et Mike Ezemans. C'est vrai que quand on leur demande de bombarder, ils bombardent. Ils vont continuer à attaquer, mais pas la peine. Voilà. Parce que patatras, qu'est-ce qui se passe avec la 62, le cardan là aussi, on avait dit en début de course, Zolder est un circuit terrible pour les transmissions, la preuve, on va changer le cardan de cette 62 qui va plonger dans le classement, tout profit pour la 44 de Wouters qui va remonter à ce moment-là en deuxième position. Belle performance en tout cas de cette voiture. Normalement, ces pilotes roulent avec une biturbo, là ils avaient dégonflé le moteur comme on vous l'a expliqué hier. La 62 reprend la piste et c'est le duel pour la deuxième place derrière la Viper. La 44 de Wouters est deuxième, la 62 avec Marc Gossens au volant à ce moment-là est en train d'effectuer une superbe remontée et ça va se jouer dans la descente vers la chicane Villeneuve. Une attaque imparable de Marc Gossens va replacer la numéro 62 au sommet de la hiérarchie Porsche, si l'on peut l'appeler comme ça, c'est-à-dire en deuxième position du classement général, juste devant la Porsche numéro 44. C'était particulièrement chaud, faut-il le dire. Mais ceci dit, un point partout donc entre la Viper et la Porsche, hein, cardan cassé. Un cardan partout, effectivement. Et pendant ce temps, pas le moindre problème, comme on vous l'a dit tout à l'heure, pour Bas Leinders avec cette BMW Z3 coupé numéro 61 qu'il partage avec Patrick Bélien notamment et qui pointe en quatrième position. Et devant, c'est un train de sénateur quasiment pour Anthony Kumpen à ce moment-là au volant de cette Viper numéro 42. Anthony Kumpen qui nous disait on n'utilise que 2 rapports sur le circuit de Zolder, 4e et 5e, même l'épingle il la passe en 4e pour être sûr de ne pas tout casser. Grosse lutte également dans la catégorie tourisme avec la BMW M3 de Willie Moore, de Dave Cox et de Jonathan Price au commandement. Cette M3 qui nous vient d'Angleterre. C'était la grosse lutte avec la Mini Cooper S3. Celle-ci, la voiture de Jean-Pierre Blaise, d'Eric Fick, de Vincent Bernhardt et de Rob Van Rouy. C'est un pilote hollandais celui-là. C'est la lutte de tous les instants. Et puis patatras, le moteur de la M3 rend l'âme sans prévenir comme ça. La mine désabusée de Willie Moore naturellement. Et on retrouve en tourisme, en catégorie tourisme, en tête de la course, on vous l'a dit tout à l'heure, la Mini Cooper S3, notamment pilotée par Jean-Pierre Blaise. Une des méga performances de ces 24 heures. Elle est 9e du général.
Ok, donc voilà pour voilà en ce qui concerne les derniers faits de course depuis hier soir. Vous avez vécu la nuit, le petit matin et ce début d'après-midi. Avant de reprendre le déroulement de cette course en direct et de vivre son arrivée, je vous propose de faire une petite pause, un petit détour par Bruxelles. On se retrouve tout de suite. Et nous sommes de retour sur le circuit de Zolder où nous avons Bert Longin à l'antenne. Effectivement, Bert Longin à l'interview. Qui doit y croire maintenant pour la victoire? 24 uur scoort gedubbele punten. Dus, voilà, victoire importante. Il dit quoi qu'il arrive ici, c'est pas encore terminé, mais si jamais on gagne, ce sera le double des points. C'est excellent au classement du championnat belga où le team GLPK avait connu un début de saison difficile. De snelste ronde stond toen denk ik op Mike Heesem als zijn naam of zo. Voilà, il dit que c'est le travail de toute une équipe si jamais ils parviennent à remporter la course avec notamment Mike Hesemans et Anthony Kumpen, des pilotes dont la rapidité n'est plus à démontrer. Als je het dan niet doet, krijg je het niet meer. Dus, maar ja, het is wel gelukt. Nog één vraagje. De 24 uur zijn dit jaar om 5 uur afgelopen, maar dat is niet iets wat jou helemaal zint. Ik heb de vraag niet begrepen. Voilà, et Gert Vermaak essaie de se faire comprendre dans la pit lane, notre journaliste volant de Canal Plus là-bas, qui demande en fait si ça change quelque chose pour Bert Longin que l'arrivée soit fixée à 5 heures à la place de 4 heures pour les épreuves de 24 heures. Et il explique en fait Bert Longin qu'avec le nombre de courses annexes qu'il y avait enlevé de rideau en fait de ces 24 heures et l'écart obligatoire qu'il doit avoir entre l'heure du warm-up, la dernière séance d'entraînement et le départ de la course, eh bien c'était inévitable que le départ soit donné à 17 heures. Et lui aurait préféré naturellement prendre le départ à 4 heures, à 16 heures naturellement, ce qui est une heure normale on va dire pour prendre le départ d'une course de 24 heures. Voilà. Est-ce que ça change beaucoup? Non, c'est anecdotique bien évidemment, mais c'est vrai que psychologiquement une course de 24 heures c'est généralement de 16 à 16. Ici on a décidé de faire de 16 à 17, de 17 à 17 forcément, et de 16 à 17 ça existe, ça s'appelle les 25 heures, mais c'est de la VW Cup, c'est un autre sport bien évidemment. Alors tout à l'heure on voyait cette numéro 42 qui caracole en tête et une bagarre entre deux Porsche juste derrière, la 44 et la 62. Est-ce que ce genre de petite bagarre pour la deuxième place, ça fait pas un peu justement les choux gras des pilotes de la Viper qui peuvent les distancer deux pilotes qui sont en train de faire un gros duel et qui attaquent dans tous les sens? Ouais, même s'ils attaquent, ils sont certainement en train de légèrement monter sur cette Viper, mais avec 13 tours d'avance à la régulière, ils peuvent l'oublier bien sûr. La Viper, on est serein dans le clan Viper forcément. On vous l'a dit, on passe la 4e et la 5e uniquement. Même dans l'épingle, on met la 4e. Il y a tellement de couples dans ce moteur 7 litres de la Viper que c'est fantastique, ça reprend. Et là, on évite de passer les rapports, on évite de solliciter un peu trop la boîte de vitesse. On sait que la voiture n'a connu qu'un seul problème depuis le début de la course, un problème de transmission. Mais c'est vrai, quand on voit Anthony qui nous dit qu'il roule, qu'ils font l'ensemble du circuit sur deux rapports, c'est complètement hallucinant parce qu'il y a vraiment des épingles et des chicanes qu'on passe quasiment à l'arrêt, il faut bien le dire, alors qu'il y a d'autres lignes droites où on arrive à 180-200 là-bas en bout, juste avant le premier gauche, et ça sur deux rapports, il n'y a que le moteur de la Viper qui peut permettre ça. Oui, effectivement, il y a certainement que le moteur de la Viper qui est monstrueux et qui ne cache jamais. Personnellement, j'ai rarement vu un moteur de Chrysler Viper exploser. Il a tellement de couples, c'est tellement gigantesque, c'est tellement solide ce moteur de 7 litres de cylindrée que rien ne lui arrive. La Porsche numéro 44 ici, ils avaient décidé de dégonfler donc le moteur. À la base, ils ont un moteur biturbo et là ils se sont trouvés avec un moteur atmosphérique 3,8 litres RS. Une excellente idée en ce qui concerne la famille Waters ici, Koen et Chris Waters, Eric Bruno et Guy Van Moll pour cette Porsche numéro 44 qui n'est donc pas biturbo comme de temps en temps mentionné sur le classement, ce qui va leur permettre d'arriver peut-être en deuxième position, mon cher Laurent, parce que si on regarde les stats ici juste à côté de notre écran, eh bien on constate que la 62 est en train de remonter et n'est plus que 58 secondes derrière la 44. C'est-à-dire que par rapport à l'image qu'on a vue tout à l'heure, la 62 est passée devant la 44, est en train de refaire un tour complet à allure vraiment phénoménale pour revenir et peut-être coiffer sur le poteau, et c'est pour ça que cette 44 ne va pas traîner en chemin à mon avis. Et voilà, on se retrouve avec Koen Waters, un des pilotes de cette Porsche. Koen Waters qui a l'air fatigué et qui dit qu'effectivement une course de 24 heures avec tous ces relais pendant la nuit, tous ces doublés auxquels il faut faire attention, c'est pas évident. Voilà, alors il explique aussi que la difficulté pour un pilote c'est de dormir la nuit. On dort mais on reste à l'affût du moindre truc qui se passe, du moindre fait de course, du moindre problème sur la voiture. Donc en fait on dort sans réellement dormir. We hebben afgesproken, we schakelen op 7000 toeren.
Et là, eux, ils ont décidé de passer les vitesses à un régime maxi de 7000 tours minute avec cette Porsche 44, histoire de soulager le moteur. Alors bien sûr, vous allez me dire 7000 tours minute, c'est énorme naturellement pour une voiture de tous les jours. Bon, on va quand même rappeler que ce sont des voitures de compétition et que les moteurs, s'ils ne sont pas faits pour, en tout cas, peuvent endurer ça sans aucun problème. Et ceci dit, c'est vrai que quand on voyait tout à l'heure en bord de piste, avant de venir ici dans la cabine, s'il y a bien une Porsche qui donne une impression d'attaquer et de rouler vite, c'est la 62. C'est la 62, on va la voir à l'écran juste après, j'imagine. Ici, la suite de l'interview de Koen Wouters qui dit qu'ils vont absolument essayer de préserver la deuxième place au classement général. Ce n'est pas à nous de faire le jeu, dit-il, c'est à la 62 de continuer à attaquer avec tous les risques que cela peut comporter naturellement sur une épreuve de 24 heures, surtout quand on en arrive à la dernière heure le course, que les bolides sont fatigués, qu'ils ont déjà passé la nuit, la matinée, et que c'est particulièrement délicat. Si la machine tient avec des renards comme Marc Gossens, il y a moyen. D'accord, mais ce matin, lorsqu'elle a cassé son cardan, cette numéro 62, et c'est ça qu'est en train d'expliquer Koen Wouters actuellement à l'interview avec Gert Vermersch, lorsqu'elle a cassé son cardan, on sortait d'un run de Marc Gossens où il avait été très vite. Il se battait avec la Viper just for fun, comme on dit, juste pour le plaisir naturellement. Et quelque part, bien, attaquer au maximum, c'est prendre de gros risques. Alors on imagine, comme le dit Koen Wouters, si jamais ça se passe mal pour cette numéro 62 et que le cardan recasse avant la fin, eh bien ils auront tout perdu dans ce cas-là. Et eux qui assurent en ce moment avec leurs 7000 tours minute, etc., conservent leur deuxième place de toute façon prudemment. Je pense que de toute manière, avec une 996 Super Cup, qui est une voiture taillée pour l'endurance et la fiabilité, normalement il ne devrait pas avoir de mauvaises surprises pour l'équipage de la 44, à moins bien sûr d'un incident sur le circuit, ce qui est toujours possible avec un autre concurrent. Ceci dit, tout ce qui est accrochage, comme on a pu voir hier en début de course, c'est de moins en moins risqué puisqu'il y a de moins en moins de voitures sur le circuit aussi. Beaucoup de pilotes se sentent un petit peu seuls en ce moment. Voilà, effectivement, il y en a moins, il en reste 27 très exactement en piste. Voilà, une vue intéressante, regardez comme elle gigote au freinage, cette numéro 62 avec Marc Gossens, Rudy Penders et Cour du Jardin qui vont donner le maximum pour essayer de revenir dans le sillage de la numéro 44. Et il y a un peu de fumée, hein. Regardez à droite de l'auto, il y a un peu de fumée, donc ça veut dire, qu'on prend des risques, on prend des risques. Regardez l'arrière de la voiture. Qu'est-ce qu'on vient de vous dire? Qu'à force d'attaquer comme des bossus, naturellement, on pouvait rencontrer des problèmes. 50 secondes pour 8, donc ça veut dire que eux attaquent, mais sur la 44, ils passent peut-être les vitesses à 7000 tours, mais ils vont quand même assez vite. C'est vrai que là, cette fumée juste à l'arrière, dans le sillage de la voiture, on la voit clairement sur la piste. Quand il rétrograde, etc. Et ça, c'est assez suspect. Et en général, ce genre de fumée sur une Porsche, c'est pas bon signe. Non, c'est pas bon signe, effectivement. Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Il n'y a pas de fumée sans casse-moteur, généralement, sur les voitures de course. Donc, grosse attaque pour la 62. En fait, c'est clair que le RTM Racing, avec Rudy Penders, avec Marc Gossens et Cour du Jardin, ils revendiquent la deuxième place du classement général. Ils ne se satisferont pas visiblement d'une troisième place. Et c'est pour ça qu'ils donnent tout. Ça peut paraître insensé, mais là, c'est quasiment une image de sprint qu'on a là, alors qu'on est dans la 24e heure de course. On est à moins d'une demi-heure de l'arrivée de cette épreuve maintenant. On est même à 22 minutes. Regardez à quel rythme il effectue ses dépassements, à quel rythme même les autres Porsche, elles sont avalées comme si c'était des simples voitures de tourisme à côté. Donc même s'il y a un petit problème sur cette voiture, on va simplement souhaiter pour Marc Gossens, Rudy Penders et Cour du Jardin qu'elle aille jusqu'au bout, parce que si elle pouvait remonter sur la 44, ça nous fera un final d'anthologie véritablement ici sur le circuit de Zolder. Parce que autre difficulté de Zolder, c'est pas parce qu'on revient sur un concurrent qu'on peut le dépasser facilement. Voilà. Zolder est un circuit sinueux, on peut fermer des portes, on peut empêcher de passer, et là ça va devenir un peu la Porsche Super Cup quelque part, enlever le rideau des grands prix de Formule 1, ça va devenir particulièrement agréable. Et c'est vrai que c'est étonnant de voir ce rythme en fin d'une course de 24 heures. Parce qu'en général, c'est rythme très élevé au départ. Après, on se calme un petit peu, on assure, on gère l'avance, on gère la mécanique. Et là, on voit, comme vous le dites, des interview de Rudy Penders, donc le propriétaire de la voiture, un des pilotes. Voilà, Rudy Penders qui confirme qu'effectivement, ils vont tenter de prendre la deuxième place. Voilà, apparemment, c'est une petite fuite d'eau qui aurait sur cette Porsche. Ça n'a pas le don d'inquiéter l'équipe de Rudy Penders, qui garde donc le sourire et qui est confiant. Bij RTM hebben ze gekozen voor de aanval, wij voor een strak tempo. Was dat de goede keuze, die aanval? Alors Gert Vermersch qui lui demande si c'était le bon choix de miser sur une attaque maximale durant toute la course. La voiture a cassé des cardans, elle a attaqué tout le temps. Voilà, il disait eux que, enfin Rudy Penders nous dit que bon, c'était un pari, il fallait prendre ce pari. La Viper était de toute manière hors d'atteinte à la régulière, alors autant essayer de coiffer tout le monde sur le poteau et de terminer la course en force. On voit ce que ça donne avec Marc Gossens sous volant qui est en train de nous livrer un véritable festival
festival sur cette Porsche numéro 62. Est-ce qu'on peut penser que des pilotes comme Penders, Goossens ou Dujardin pourraient lever le pied et faire une course calme sans leur demander? Oui, certainement. Je pense que s'il n'y avait pas d'enjeu, ils seraient aussi en train de passer leur vitesse à 7000 tours, en train d'aller calmement sur ce circuit de Zolder pour terminer ces 24 heures. Et il n'y aurait pas probablement ce petit panache de fumée que l'on aperçoit à l'arrière de cette Porsche 996 GT3 RS, qui, rappelons-le, est la Porsche la plus performante du plateau du Belcar. Et ça se voit. Là, je dis, franchement, c'était époustouflant, ça. C'est même d'un œil averti ou pas, on est sur le bord de piste, on voit cette Porsche passer. Elle est au-dessus des autres Porsche sans aucun problème. Voilà, il y a eu différentes évolutions de la 996. Il y a eu la GT3R, on en a vu beaucoup aux 24 heures de Francorchamps. Ceci, c'est une RS, donc c'est encore l'évolution supplémentaire. Ils ont encore chez Porsche grappillé quelques chevaux supplémentaires dans le moteur pour lui permettre de tenir le rythme des Ferrari dans le championnat FIA GT, des 360 Modena dans la catégorie NGT. Et ça fait le bonheur de teams privés dans des championnats nationaux comme le Belcar, le championnat de Belgique d'endurance, avec cette Porsche numéro 62 véritablement lancée aux trousses maintenant de la numéro 44. 43 secondes d'écart. Ça remonte encore. Moins 43 secondes, on est à moins de 20 minutes de l'arrivée de ces 24 heures. Ça va quand même être difficile, ça va se jouer sur le fil véritablement. Mais au rythme où il remonte, c'est pas, ceci dit, pas impossible. Là, on parlait du championnat FIA GT, d'évolution de voitures qui sont taillées maintenant pour aller courir après les Ferrari, les plus grosses voitures. Au niveau des budgets en championnat national d'endurance par rapport à un championnat FIA GT qui est mondial, hein, on peut le dire, est-ce qu'il n'y a pas une évolution, une course folle au budget aussi en Belcar maintenant? Si, il y a une course folle au budget en Belcar, et même si les promoteurs du Belcar s'en défendront, il est certain qu'en voyant arriver 2-3 Vipers en temps normal, puisqu'il y a encore la Car Sportland de David Hard et de Mike Ezemans qui roulent dans le Belcar, c'est sûr que ça a porté le niveau de ce championnat très très haut. Alors on assiste à quoi? On assiste aux 2 tiers de la saison à voir des teams qui s'essoufflent et qui sont contraints de déclarer forfait. Il manque des voitures ici par rapport au championnat Belcar dans son état normal. Il manque des voitures. Des teams qui n'ont pas voulu préparer des voitures pour rouler 2 tours d'horloge, un double tour d'horloge en l'occurrence par rapport à une manche normale de 2 heures, mais également des teams qui sont à bout de souffle financièrement alors qu'il reste encore 2 courses après celle-ci, une à Francorchamps dans le cadre du Racing Festival, le meeting de Pierre Delettre, et une ici à Zolder, la finale traditionnelle des Belgian Masters. Donc il est certain que la course à l'armement c'est bien, ça nous permet de voir des monstres comme cette Chrysler Viper GTSR du GLP Car Racing, mais quelque part on le paye également, puisque si les grilles de départ sont fournies en début de saison, eh bien elles ont tendance à fondre comme neige au soleil au fil des courses. Et ce gonflement de budget et cette course à l'argent, est-ce que c'est pas un petit peu dû justement à cette réglementation très libérale qui permet de faire un petit peu tout et n'importe quoi sur les voitures? Ben oui, je pense que tant qu'il y aura des teams fortunés, ou en tout cas des pilotes qui le sont, qui ont envie de rouler avec des voitures encore plus perfectionnées, rien ne les arrêtera forcément. On ne pourra jamais interdire un pilote d'inscrire forcément une Chrysler Viper, mais ceci dit, il faudra faire attention à l'avenir. Ça ne fait pas une 24 heures facile. Non, cette année ça aurait été un peu difficile malheureusement. Mais on est toujours 12e, donc c'est pas trop mal. Mais on a eu un petit problème d'embrayage, de pédale d'embrayage. On a perdu beaucoup de temps parce qu'on a dû tout démonter le système de pédale. Tu as gagné ici les 24 heures avec une Audi, 4 roues motrices. Maintenant, tu l'as fait avec une Porsche. C'est vraiment un tourniquet, ce circuit de Zolder. Est-ce vraiment beaucoup plus difficile? Oui, c'est plus dur physiquement que Francorchamps parce que le circuit est effectivement avec des lignes droites plus courtes, mais on s'amuse quand même vraiment bien. C'est un grand événement du sport automobile en Belgique. C'est important pour moi d'y être. Surtout avec mon équipier Timo, on s'est quand même bien amusé. Ok, merci. Donc voilà, Jean-François Emeraude, pilote associé à Tim Verberg sur une Porsche, alors que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir ces 2 enfants terribles sur une Audi. On voit une Porsche qui est en 12e position avec 2 tout grands pilotes. Est-ce qu'on peut parler un peu de la voiture? Oui, elle n'est pas toute neuve, hein, la numéro 65, la voiture que pilote ici Jean-François Emeraude, Tim Verberg et le jeune Ken Verreyken, qu'il ne faut certainement pas oublier dans cette histoire également. Elle n'est pas toute neuve, c'est une 993, donc c'est pas le dernier modèle, c'est la 911 type d'avant-hier, on va dire, quelque part comme ça. C'est une voiture qui a 7-8 ans d'âge, qui a déjà pas mal de courses derrière elle. On en retrouve encore quelques-unes dans le championnat Belcar, et moi je trouvais qu'on en retrouvait beaucoup, justement, lors de ces fameuses 24 heures de Zolder ici. Voiture fiable par excellence, mais c'est sûr que la technologie progresse. Les 996, donc le nouveau modèle de la 911, comme celle qui est juste devant la voiture de Jean-François Emeraude actuellement, eh bien, la technologie a évolué. On a travaillé la fiabilité également, c'est plus performant, ça va plus loin, et les anciennes 993 ont tendance à tirer un peu la langue. Au niveau puissance pure, parlons un petit peu de chevaux.
grosse différence on peut trouver entre ces deux voitures? Ouais, quasiment pas de différence en fait. Je pense que la puissance aussi entre 350 et 400 chevaux pour ces voitures, suivant les différents types de Porsche. Vous savez qu'il y en a vraiment dans tous les styles. Il y a des moteurs 3,8 litres, des moteurs biturbo, des moteurs de Super Cup, des moteurs de 996 GT3R, GT3 RS, etc. Donc il y a des différences de puissance. Ceci dit, par exemple, par rapport à la 996 qui est juste devant, je pense que Jean-François Heimroul a un peu plus de chevaux, puisque cette Porsche 993 doit aussi aux alentours des 350 chevaux. Mais technologiquement, elle est en retard sur la voiture qui est juste devant, la 67 là-bas, la voiture de Thierse et Thierse. Et de ce fait, ça tend à équilibrer un peu les chances de tout le monde. Mais il vaut toujours mieux avoir une voiture récente qu'une voiture qui accuse 7-8 ans d'âge, parce que ça commence à faire ses maladies à toutes les courses à cet âge-là, forcément. Donc 12e au classement général avec une vieille Porsche, on peut le dire, sans le problème de la pédale d'embrayage, on peut rouler pour le top 10 ou... Bien sûr, il était tout à fait en mesure de terminer en 6e ou en 7e position cette course, Jean-François, avec Tim Verbert et Ken Verheiken. Ils ont connu un gros problème d'embrayage qui a immobilisé la voiture quasiment 1 heure. Donc là, bien sûr, tout est perdu dans ce cas-là, il n'y a rien à espérer. Et notre Porsche qu'on a à l'image actuellement, alors qu'effectivement, mon cher Laurent, la Porsche on regarde numéro 62, on les regarde stats en même temps, et 27 secondes d'écart entre la 44 et la 62. On les a perdus de vue à l'image pour l'instant, mais la 62 de Marc Goossens, de Rudy Penders et de Cour du Jardin continue à attaquer. Quand nous avons commencé à regarder un petit peu ce délai entre les deux, nous étions à 58 secondes, et ça fait quand même pas 2 heures qu'on a commencé à surveiller. Donc là, 27 secondes. À mon avis, ça reste Paris gagnable. 14 minutes de course, Laurent. C'est très peu, 14 minutes de course quand même. Là, on se retrouve avec la BMW Z3 coupée de Bas Leinders, de Georges Sévrich, de Guino Kennis et de Patrick Bélien, le pilote propriétaire de cette voiture qui évolue pour l'instant au 4e rang. Et on va retrouver d'ailleurs Patrick Bélier à l'interview assez rapidement, je l'imagine, qui va sans doute nous expliquer qu'ils ont connu une course somme toute assez tranquille et que quelque part la voiture est à sa place. Mais, et comment ça se fait qu'on n'en voit pas plus de ces voitures justement? Parce qu'elles sont fabuleuses à voir, apparemment elles roulent bien. Pourquoi on n'en voit pas plus? C'est assez rare en fait, il faut déjà trouver un règlement qui les accepte. Le Belcar les accepte, mais il n'y a pas beaucoup de réglementation. En FIA GT par exemple, on ne sait pas rouler avec une BMW Z3, ça rentre dans aucun règlement. Donc c'est assez rare, c'est une voiture assez marginale, faut-il le dire. Oui. Dans le championnat français de grand tourisme, dans le championnat français GT, dans la catégorie NGT, il y a une coupe BMW Z3, et là je pense qu'on en retrouve une dizaine, mais nettement moins puissante que celle de Bas Leinders que nous avons à l'image actuellement. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est une voiture qui est très agréable à regarder aussi, je trouve. Surtout dans les couleurs de BMW Motorsport comme elle se trouve actuellement. Tout à fait. Alors cette BMW Z3 donc, qui aura tourné comme une horloge, on peut le dire, qui était partie depuis la dernière place, non pas sur la grille de départ, mais depuis la pit lane. On vous a expliqué pourquoi en long et en large lors de ces reportages, et qui aura effectué la course qu'on attendait d'elle. Bas Leinders me disait avant la course, on vise entre le top 5 et le top 3. Ils sont 4e. Il avait vu passablement juste. Quel calculateur ce Bas. Patrick Bélien, le pilote propriétaire de la voiture. 24 uur geweest zijn die hebt afgewerkt. Voilà, les 24 heures sont quasiment finies. Voilà, après les 24 heures de Francorchamps où il termine 13e, 2e de classe. Ici, ils vont terminer en 4e position du général, à la 2e place dans leur catégorie également. Je pense qu'il y a de quoi rendre un homme heureux. Dit is de 24e 24 uur. Daarvan heb jij nu al 16 achter de rug. Dat is een record. Is dat oui, Patrick Bélien qui a déjà participé à 16 24 heures de Zolder. 16 fois les 24 heures de Zolder. C'est un record du genre. Voilà, et qui dit qu'il a connu des années assez exceptionnelles avec des BMW compacts où il avait terminé dans le top 5 également. Et bien sûr, cette fameuse BMW Z3 avec laquelle on le retrouve depuis 3 ans déjà. Alors en ce qui concerne l'avenir, pour l'instant, pas de décision pour le Belcar 2003 en ce qui concerne Patrick Bélien. Vont-ils conserver cette superbe BMW Z3 coupée? Vont-ils passer à autre chose? Vont-ils mettre un moteur plus imposant? Ça existe, hein. Il y avait une autre Z3 coupée au départ avec un moteur V8. Malheureusement, elle n'a pas fait long feu et elle est même sortie de la route. D'ailleurs, moteur V8 qu'on attend de voir dans la Mini, on en avait parlé après le moteur de la M3, Paris pris. Dans le coffre et pas sous le capot. Non, le pilote va se retrouver dans la malle arrière, peut-être avec un long volant, je sais pas, quelque chose. Voilà, vue traditionnelle à Zolder en cette fin de 24 heures, bien évidemment. On se retrouve là à 10 minutes de l'arrivée et coucou qui revoit Lou, la fameuse Mini Cooper S3 d'Eric Vick, de Vincent Bernard, de Jean-Pierre Blaise et de Rob Van Rooij. Rob Van Rooij, je vous avouerai qu'on ne le connaît pas du tout. C'est un pilote hollandais qui a débarqué avec une
une petite valise, j'imagine, si pas de dollars, d'euros en tout cas. Et il a pris la place du 4e pilote dans cette voiture. Par contre, les 3 autres, on les connaît bien. Eric Fick et Vincent Bernard, ce sont des purs produits du Belcar. Ils roulaient avec une BMW M3 l'an dernier et ils ont voulu un peu se démarquer de la concurrence parce que des M3, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et ils se sont dit, on va mettre le moteur de la M3 dans une Mini Cooper et là, on va pas passer inaperçu. C'est le cas. Et Paris gagné. Et c'est vrai que quand on la voit passer cette petite voiture, c'est quand même quelque chose. Elle fait un joli bruit, elle passe bien et on la voit doubler fréquemment des BM, etc. sans aucun souci. Ouais, même des et elle roule Porsche. bien. Effectivement. Très amusant à voir. La victoire en tourisme lors de Spa Eurores à Francorchamps au mois de juin avait déjà provoqué pas mal de commentaires élogieux sur cette voiture particulièrement bien réalisée. Et là, eh bien, je pense que s'il y a encore une victoire en prime en tourisme aux 24 heures de Zolder, ça devient du triomphe pur et simple pour cette Mini Cooper S3. Est-ce que ça peut donner des envies aux constructeurs de sortir ça en série? Eh bien, je pense que ce n'est pas un scoop, mon cher Laurent, que de dire que l'an prochain, il y aura une coupe Mini Cooper en Belgique. Eh ben voilà. Mais pas avec des moteurs de M3 dedans, avec des moteurs de Mini Cooper S. Vous dites tant 2 fois. Ah, cette fameuse Mini Cooper S3. Donc ne vous précipitez pas demain chez votre concessionnaire pour acheter une S3, ça n'existe pas. Voilà, on se retrouve avec un des pilotes de cette Mini Cooper S3. Voilà, en tout cas pour Vincent Bernard, un résultat qui n'était pas du tout inattendu ici à Zolder. Mais ils avaient quand même espéré une petite place dans le top 10, son 9e pour l'instant. Et le plus haut possible dans leur classe, la classe TV. Mieux que ça, ils sont en tête de la catégorie tourisme en général. Ouais, c'est tout simplement incroyable, dit-il. Un résultat absolument fantastique qui se dessine. Alors, ils ont déjà tout modifié sur cette Mini. Ils demandent éventuellement ce qu'ils pourront encore faire. Dus de besprekingen beginnen nu direct na de 24 uren. Wij hopen dat ze ons terug volgen volgend jaar. En dan gaan ils espèrent en tout cas la faire évoluer encore pour l'an prochain. Ils vont discuter avec des sponsors. Les sponsors sont emballés bien sûr de cette aventure avec cette Mini Cooper S3. Et là on a des gros problèmes pour la numéro 30. Laurent, c'est une Porsche 993. Oui. Elle est pilotée par Nicolas de Gastine, Léo Van Sant, un grand habitué des 24 heures également, et Guido Dumaret. Ça c'est le genre de truc abominable qui arrive à 8 minutes de la fin des 24 heures. Et en plus ça peut faire beaucoup de dégâts parce que non seulement le pneu, lui, il est out, ça c'est clair et net, mais ça peut, là avec le caoutchouc qui vole dans tous les sens, on détruit la carrosserie, on peut détruire tout le train arrière à force, en essayant même à petite vitesse comme ça de rejoindre les stands, on peut tout exploser tout simplement. Voilà, mais heureusement la pit lane n'est pas très loin. Juste après cette ligne droite, la voiture va s'engouffrer dans la pit lane et non pas prendre la chicane Jackie X comme c'est le cas habituellement. Et là pour l'équipe de la numéro 30, donc cette Porsche 993, on va pouvoir, j'imagine, retirer la roue. Regardez comme la carrosserie est en train de traquer véritablement à l'arrière gauche là-bas. On espère que du côté des disques de frein et de la suspension, ça tient. C'est voiture. Ça. Ouais, elle est classée pour l'instant en 18e position, donc c'est pas un drame. Le principal, c'est qu'elle puisse repartir, ce qui va probablement être le cas, même avec un ennui de suspension. Ils vont remettre une roue et ils vont terminer. Regardez ce qui se passe derrière la Viper. Elle va gagner la course, donc les pilotes savent qu'ils passent à la télé pour l'instant et les autres essaient de se mettre le plus près possible de cette voiture qui va l'emporter pour passer à la télé également. C'est étonnant qu'on n'en a pas plus. À mon avis, tout à l'heure, ils seront encore plus nombreux pour le passage de la ligne d'arrivée. Et alors, chose intéressante, faire des appels de phare derrière. Effectivement, la Porsche que vous avez derrière, la verte, celle au tartan écossais naturellement, on en avait parlé hier, c'est celle de Courtiers, Patrick Screurs, Walter Grotars notamment et Joël Skelbrook. Eh bien, c'est la deuxième voiture du GLPK Racing, Porsche 996 également engagée par l'équipe qui engage dans ce championnat et dans ces 24 heures la fameuse Chrysler Viper numéro 42, la voiture d'Anthony Kumpen, de Mike Ezemans, de Bert Longin et de Vincent Dupont. Donc quand un team engage plusieurs voitures comme ceci, on multiplie évidemment l'infrastructure, les mécaniciens, les pièces, le budget. Effectivement, mais c'est un gros team, le GLPK Racing. Ceci dit, on vient de voir passer la 44, mon cher Laurent, je vous coupe. On a deux BMW M3 et on ne va pas tarder à voir surgir la numéro 62 de Marc Gossens, Rudy Penders et Courte du Jardin. On l'attend là-bas, il y a 16 secondes d'écart au dernier pointage. Petite surprise, elle n'est toujours pas là. Voilà la numéro... Ah non, c'est la 62. Ah, on a baissé le rythme sur la 62. Les problèmes se sont accentués. Ah là 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 là, une fin de course difficile en perspective, on l'avait dit. Ça fume de plus en plus. Effectivement, il a vraiment
vraiment baissé le rythme. Voilà. Il n'y a pas photo, puisqu'il se fait repasser par BM et Porsche et les autres. On attendait le rush final entre la 62 et la 44 de rush final. Il n'y en aura point. Problème mécanique pour la numéro 62 qui a déjà trinqué à plusieurs reprises au niveau de la transmission. Voilà, il fait signe. Est-ce qu'il va s'arrêter? Est-ce qu'il va devoir s'arrêter? Je pense pas qu'il va s'arrêter. Il va terminer comme ça au ralenti. Il reste 5 minutes 30 de course, bien sûr. La voiture tiendra jusqu'au bout. On espère que le moteur ne va pas casser définitivement. Une fuite d'eau, ça veut dire que la mécanique est touchée de toute manière. Et là, eh bien, il va même s'immobiliser juste avant la ligne d'arrivée. Et lorsque la Viper passera le drapeau à damier dans 5 minutes, eh bien, il remettra la première. Il passera la ligne d'arrivée. Il sera classé. Mais la mécanique est out sur cette Porsche 996 GT3 RS qu'on a juste à côté de nous ici dans la cabine d'où on fait les commentaires. C'est vrai qu'il y a pas mal de fumée. Et voilà, le baroud d'honneur est terminé pour le RTM Racing. Ça, c'est la magie des 24 heures, la magie des courses d'endurance forcément. On croit qu'il va encore se passer des choses et puis on se dit non, cette fois-ci c'est fini. On en arrive à la fin de la course, il ne se passera plus rien. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, des rebondissements, toujours des fins de course hallucinantes. Et là, la numéro 62 est à l'arrêt, non pas pour le compte, elle va redémarrer et passer la ligne juste au moment où la Chrysler Viper. Alors au niveau règlement, est-ce que c'est autorisé ça de rester apparemment, non, on lui a dit que c'était pas autorisé. Voilà, elle a dû repartir. Elle a dû repartir cette Chrysler, cette Porsche. Donc il va tenter de refaire encore un tour au ralenti. Et là, regardez le pilote qui est en train de se taper sur la tête en se disant aïe aïe aïe, repartir pour un tour, c'est l'assurance peut-être de ne pas passer la ligne d'arrivée. Ça, ce serait vraiment le coup. Voilà. Le pilote qui est en train. Il est désespéré là. Il est désespéré. Je crois qu'on a dû lui dire via la direction de course qu'il ne pouvait pas. Mais je pense que c'est Courte du Jardin en fait qui est au volant. Je ne reconnais pas le casque de Marc Gossens. On n'a pas encore une vue très très proche de la voiture, mais ça doit être Courte du Jardin qui est au volant. Courte du Jardin qui est un pilote d'expérience. Il a disputé les 24 heures du Mans avec une voiture de ce type d'ailleurs dans le même team, RTM Racing, et avec notamment Rudy Penders comme pilote. Non, c'est Marc Gossens. C'est le casque de Marc Gossens. Et Marc Gossens qu'on ne présente plus, pilote de Formule 3000 pendant de très longues années, pilote de sport proto. Là, on a vu le casque de manière très claire maintenant. Et quand Marc décide qu'il vaut mieux s'arrêter, quand Marc décide qu'il vaut mieux s'arrêter, c'est qu'il vaut mieux s'arrêter. Et si on l'oblige à faire un tour supplémentaire, eh bien là, c'est la cata. Il l'avait bien senti, Marc Gossens. Il a fait signe, il s'est tapé sur le casque. Et là, il va s'arrêter pour de bon. Cette fois-ci, c'est la fuite d'huile et le moteur de cette Porsche 996 GT3 RS va casser. Alors la voiture sera classée quand même. Reste à savoir où. On va peut-être hériter du podium dans le clan de la BMW Z3 coupé. À moins de 4 minutes de l'arrivée après 24 heures. Rebondissement terrible ici. Rudy Penders, le team manager, il doit être déçu. Voilà, effectivement, fuite d'eau constatée tout à l'heure. Et apparemment, ça n'a pas tenu, dit Rudy Penders, le plus simplement du monde. Mark staat stil in de Bianchi, denk ik. Kan Mark nog tot hier geraken, denk je? Oh, quelle catastrophe. Voilà, et là, Gert Vermersch qui demande à Rudy s'il pense que Marc pourra ramener l'auto. Et Rudy qui lui répond non. À mon avis, si Marc s'est arrêté, ça veut dire que ça va plus du tout. Is uitgestapt, ja. Énorme ontgoocheling dit het. Déception énorme naturellement. Ils ont bombardé vraiment pendant les 24 heures de Zolder ici pour en arriver à ce résultat. Ça, c'est une image terrible. Une voiture qui s'arrête à 2 minutes de la fin des 24 heures. Après avoir mené la course, après avoir cassé un cardan, être revenu dans la course, être en 3e position, 2e, 3e, s'arrêter maintenant. Ah là là. Et là, je peux vous dire que pour Rudy Penders, c'est particulièrement délicat. Bon, sur ces images un petit peu dramatiques et pathétiques, on se met à la place de Marc Gossens. C'est pathétique. On fait une petite coupure, on se retrouve dans... Et nous sommes de retour sur le circuit de Zolder où nous venons de vivre un des faits de course les plus terribles de ce week-end, Vincent. Oui, effectivement, avec l'abandon, les problèmes sérieux de la Porsche 996 GT3 RS de Marc Gossens, de Rudy Penders et de Courte du Jardin. La voiture est immobilisée là, à gauche, au fond de l'image. Pour celle-ci, pas de problème, même si elle se balade à très faible allure. Elle est dans son dernier tour, le tour d'honneur, d'ores et déjà, quasiment avant le drapeau à damier pour Mike Isemans, Bert Longin, Anthony Kumpen à ses côtés, naturellement. Ils sont sur le mur, prêts à accueillir cette Chrysler Viper GTSR GLPK Racing numéro 42. Alors on regarde le chrono pour voir si Danny Dubois, le directeur de course, va abaisser son drapeau maintenant ou pas. Il faut qu'il soit 16 heures accompli naturellement pour que la course soit terminée. Sinon c'est un tour supplémentaire. Alors drapeau à damier ou pas drapeau à damier pour Danny Dubois ici. Eh bien apparemment non, pas de drapeau à damier, encore un tour. Eh bien oui. 16h59, 51 secondes maintenant. Je crois qu'on y sera passé à quelques toutes petites secondes, mais on va s'offrir un tour supplémentaire. Attention, pas de drapeau à damier. Et là on voit, c'est un peu l'imbroglio
imbroglio ici sur le circuit de Zolder. On voit des commissaires qui agitent les drapeaux comme si la course était terminée, mais la course n'est pas terminée du tout. On n'a pas vu de drapeau à damier, donc sincèrement ici ils vont devoir continuer un tour supplémentaire. Terrible, Marco Sainz, terrible, il va regarder passer Mike Ezeman, il va sans doute lui faire un petit coucou en passant. Et là, Danny Dubois avec son drapeau à damier, on l'a juste sous notre cabine de commentateur ici, et je peux vous assurer qu'il fait des tours, il fait des signes, un à chaque pilote, donc encore un tour. Et là, Mike Ezeman, il faudrait mieux de faire attention parce qu'il est en train d'effectuer lui, ce qui est un tour d'honneur pour lui. Il n'a pas vu qu'il n'y avait pas de drapeau à damier, il est en train de faire des burn-out et des accélérations. Mike Ezeman considère qu'il a gagné la course. C'est vrai qu'on a passé le stade des 16 heures maintenant. Il ne faut pas qu'il s'arrête naturellement pour charger Marco Sainz parce qu'il n'a pas encore fini la course, Mike Ezeman, et il n'en sait rien. Et regardez ces commissaires qui pensent que c'est terminé parce qu'on a passé 17 heures, mais on n'a pas du tout. C'est pas la fin de la course, on est dans le dernier tour. Alors là, c'est quand même assez folklorique. Et là, je veux dire qu'au niveau de la direction de course de Zolder, un peu de rigueur peut-être avec les commissaires sportifs. C'est catastrophique. Il nous fait un grand spectacle, le Mike Ezeman. Il n'est pas au courant. Il nous fait un grand spectacle et lui ne sait pas qu'il n'a pas encore passé le drapeau à damier. C'est étonnant. Ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Effectivement, je dois dire que là, terminé. alors que là, regardez, la course n'est pas finie. La 44 de Waters s'arrête pour charger Marco Sainz. Et il va le ramener. C'est merveilleux. C'est merveilleux, mais je crois que ça s'est joué à 1 ou 2 secondes et que le team pensait que tout était terminé. Et allez, il reste un petit demi-circuit pour Mike. On espère qu'il va aller, qu'il ne va pas casser la Viper dans le mur dans ce dernier tour. Ça c'est étonnant, ça c'est une situation. Et là regardez le team, on avait l'image il y a 2 minutes, à mon avis on vient de leur dire que c'est pas encore tout à fait terminé. Et là soudainement ils ont un petit stress en se disant on espère que Mike Ezeman, le Hollandais volant, ne va pas nous faire un looping dans le dernier tour pour faire plaisir au public, parce que sincèrement là on n'en a pas encore terminé. On espère aussi qu'il va passer la ligne, qu'il ne va pas s'arrêter avant maintenant en croyant que c'est terminé, pas fermé dans la ligne droite. Oui effectivement, donc voilà, décidément voilà des 24 heures de Zolder cocasse. Quand on est sur un événement avec Club RTL, il se passe toujours plein de choses jusqu'à l'arrivée et même après l'arrivée. Regardez Marco Sainz, merveilleux, Marco Sainz avec un des frères Waters. Il rentre, mais il va passer la ligne d'arrivée dans les stands. Mais ça c'est absolument phénoménal naturellement. Il croit qu'il a terminé lui. Il est dans la pit lane. Voilà Danny Dubois, le directeur de course, qui va regarder, qui s'étonne naturellement et qui va baisser le drapeau à damier dans les stands. Alors là, ce serait vraiment une grande première naturellement. Est-ce que c'est valable? Ça je sais pas. Je sais pas sincèrement. Ça c'est vraiment un imbroglio total. Alors drapeau à damier pour les différents concurrents. Drapeau à damier. Alors je suppose que la Chrysler Viper est déclarée vainqueur de ces 24 heures de Zolder, mais c'est la première fois qu'on assiste à une arrivée dans les stands. Ça je n'ai jamais vu et je crois que je ne reverrai jamais plus. C'est un imbroglio total au niveau de la direction. Regardez, là, tout le monde lui dit à Mike Ezeman de repartir. Voilà, il dit bravo, il salue tout le monde, mais il faut repartir, il faut finir le tour. Il faut finir ce tour en tout cas. Et normalement, on passe une ligne d'arrivée sur la piste. Alors maintenant, de toute façon, le pilote, il a le drapeau à damier. Le pilote, il a vu que tout le monde lui faisait signe. Il voit les commissaires qui agitent les drapeaux comme si la course était terminée, forcément. Et il pense que c'est fini, qu'il a gagné. Mais il n'a pas vu le drapeau à damier. Il n'a pas vu le drapeau à damier parce qu'il y avait plein de voitures autour de lui, qu'il était en train de crier probablement dans son casque parce qu'il avait gagné. Et il n'a pas fait attention à ce genre de choses, bien évidemment. Alors maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est que la numéro 44 de Waters, elle va passer le drapeau à damier. Et jusqu'à preuve du contraire, elle sera la seule voiture de pointe à avoir passé la ligne d'arrivée sur le circuit. Elle a déjà passé pour l'instant. Voilà, effectivement. Alors maintenant, ça commence à discuter. Maintenant, on commence à discuter là-bas avec au niveau de la commission sportive, naturellement, commission technique, pour savoir ce qui va se passer. On espère que la victoire sera attribuée parce que, sincèrement, cette voiture a dominé les 24 heures de Zolder. Donc elle mérite de gagner, elle mérite de terminer forcément. Mais à mon avis, dans le clan des sports, l'équipe d'Albert Van Scott qui engage la voiture de Waters, Bruinhoog, Van Mol, ils vont commencer à jouer sur le règlement et dire attendez, la Viper n'a jamais passé la ligne d'arrivée sur la piste, elle l'a passé dans la pit lane, elle n'a jamais reçu le drapeau à damier. Donc est-ce que ça vaudrait pas reconditionnel ici? Est-ce que ça vaudrait pas le coup pour la Viper de repartir, faire un tour et de passer le drapeau à damier, même allez savoir, le problème c'est qu'elle est là-bas. Voilà Bart Mampai que l'on voit à côté de la Viper là-bas, qui a repris du service chez GLPK le temps d'un week-end en tant que directeur sportif. Et lui, ça lui fait pas plaisir parce qu'il sait forcément qu'il y avait un problème. Et là, c'est la Mini qui est en agonie sur le circuit également. Alors, une question, a-t-elle passé la ligne d'arrivée cette Mini? Possible, ça, quand même. Nous vivons une fin de course absolument dramatique ici sur le circuit de Zolder, véritablement.
véritablement. La 44 qu'on voyait à l'image, on va pas encore tout à fait l'exclure de notre mémoire parce qu'on pourrait retrouver les podiums sur la plus haute marche du là, la podium. Mini, elle était, la Mini à l'arrêt avec ce moteur de BMW M3 qui avait tenu jusque-là. Et, alors, puis, reste et à comment savoir, il avait tenu. Laurent, reste à savoir si cette Mini a passé la ligne d'arrivée Tout à fait. et qu'elle se trouve dans ce cas-là dans son tour d'honneur. C'est pas grave. Dans ce cas-là, c'est pas Ok, grave. c'est pas grave. Mais si elle n'a pas passé la ligne d'arrivée, ça pose problème. Alors c'est l'expectative la plus totale ici, hein, on vous l'a dit, avec les voitures qui vont s'immobiliser maintenant dans la ligne droite parce que le parc fermé de Zolder, c'est cette fameuse ligne droite. On voit la voiture d'Eric Vick, Vincent Bernard, Jean-Pierre Blaise et Van Rooij, Rob Van Rooij, le pilote hollandais qui est immobilisé là-bas. Ça fume hein, pas mal sous la voiture. Alors interview de Danny Dubois. Oui. Danny Dubois, le directeur de course, important. Hein. Alors, on espère qu'il va avoir 30 secondes à consacrer à Gerber Mersch parce que sincèrement ça vaut quelques explications. Oui, tout à fait. Il faut absolument qu'il nous explique ce qui s'est passé là, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu le drapeau à damier, qui ne l'a pas vu et qu'est-ce que ça va donner à l'arrivée. Parce que là, bon, maintenant tout le monde rentre. On a une Mini immobilisée sur le circuit. On a la Viper, soi-disant vainqueur, immobilisée en bout de pit lane, qui n'a pas passé le drapeau à damier. On a la Porsche numéro 44 qui était la première voiture à recevoir le drapeau à damier. Est-ce que Monsieur Dubois va daigner nous accorder un petit peu l'attention? Ah, Monsieur Dubois apparemment fait la sourde oreille sur ce coup-là. Gerd Vermeersch est juste derrière avec le micro émetteur. Allez, il faudrait y aller Gert pour essayer d'avoir cette interview. Danny Dubois qui a pour habitude, voilà, c'est fait. Alors, beaucoup de doutes par rapport à cette Viper qui n'a pas fait le drapeau. Hij is gewoon afgevlakt in de pitlane. Ah, eh bien, il rassure tout le monde. Il considère que la voiture a passé la ligne d'arrivée dans la pitlane. Ja, kijk, zij waren over de finish toen er nog 10 seconden liepen. Voilà, il reste encore 10 secondes au moment où la voiture a passé la ligne d'arrivée. 24 uur zijn 24 uur. Les 24 heures sont les 24 heures. Maar, en ik denk dat jullie dat bedoelen. Het reglement voorziet Le règlement prévoit en fait, dans ce cas-là, que la ligne d'arrivée peut être franchie dans la pitlane en ce qui concerne le règlement Belcar. Donc en fait là, gros soulagement du côté du team GLPK quand même là. S'il vous plaît, Laurent, gros soulagement du côté de... Oui, j'ai écouté ce qu'il est en train de dire Danny Dubois qui vient de déclarer officiellement le team GLPK Racing et cette Chrysler Viper numéro 42, vainqueur des 24 heures de Zolder, un phénomène unique, mesdames, mesdemoiselles, de messieurs. Ce qu'on vient de vivre est absolument exceptionnel. Une victoire dans la pitlane pour Mike Hezemans. Quand on va lui expliquer ça, le pilote hollandais, il va mettre 10 ans avant de comprendre ce qui lui est arrivé et puis il va surtout avoir peur pendant 10 secondes de ne pas avoir gagné la course et finalement ce sera bon. Mais il ne m'étonnerait pas quand même que du côté du team AD Sport, on décide quand même d'aller trifouiller dans la Bible, comme on l'appelle, le règlement, pour voir s'il n'y a pas un petit point qui infirme tout cela. Anthony Kumpen. Alors, c'était fini, sans être fini. Vous pensiez que c'était terminé, la voiture était toujours en piste? Non, il ne sait pas, Anthony Kumpen, il ne sait pas. Danny staat klaar met de voilà, il renvoie à Danny Dubois, le directeur de course. Voilà, et là, Gerd va lui apprendre qu'il a été drapeau à damier donc dans la pit lane avec cette Viper et qu'il a gagné. Voilà, le degré de difficulté de ces 24 heures avec cette Viper, nous dit Anthony, n'était pas très élevé dans la mesure où la concurrence n'était pas vraiment énorme. Mais ça reste une course de 24 heures particulièrement difficile. Le team a effectué un travail absolument extraordinaire. Alors que là, on a un des pilotes, c'est Tim Verbert en fait. Tim Verbert qui est à l'arrêt, effectivement, et qui a dû peut-être avoir un malaise avec la chaleur, peut-être des émanations d'essence dans la voiture également, ce qui est fort possible. Et il est un peu malade là. Ça, et regardez, ça, c'est une image absolument folle. Oui, c'est dans parce le dernier que tour. Mike Hezemans s'arrête pour faire un burn-out, c'est-à-dire un démarrage en faisant crisser les pneus. Et il est à 2 doigts de se faire percuter par la deuxième Porsche la deuxième voiture du GLPK Racing. La Porsche, c'est pathétique, hein, vous l'avez dit, Laurent, c'est pathétique. Il n'avait pas encore passé la ligne. Et c'est vrai que là, en voyant Tim Verbert malade sur le bord, il y a quelque chose dont on ne parle pas assez souvent et c'est pas évident, ça ne transparaît pas à l'image. C'est le degré de fatigue et de chaleur qu'on a dans ces voitures. C'est difficile. C'est difficile. Chris Wouters qui était au volant de la Porsche AD Sport. Ja, nee. Maar er was zoveel volk de voorlaatste ronde. En iedereen stond zo goed als voilà, il disait il y avait tellement de monde qui faisait déjà signe dans l'avant-dernier tour que lui aussi pensait que c'était terminé. Mais apparemment, lui, il avait vu qu'on ne lui avait pas présenté de drapeau à damier. Ik was met 62 echt nog aan het koersen, want ik kwam
Voilà, et lui se considéra encore dans ce tour comme encore en course, donc il a fait le maximum en fait pour poursuivre cela. Et puis il y a Marc Goossens qui le rejoint. Il a servi de taxi à Marc Goossens quand même, ça c'est assez extraordinaire. Alors j'espère qu'ils ne seront pas déclassés ou pénalisés pour ça, parce que prendre un pilote sans casque en taxi, c'est assez rare. Marc Goossens, déception naturellement dans le dernier tour. Voilà, il dit c'est impossible de s'arrêter juste avant la ligne d'arrivée, le règlement ne le permet pas, il faut continuer et passer la ligne en roulant. Ouais, voilà, il avait perdu toute sa pression d'huile, etc. Il savait que s'il redémarrait, le moteur allait s'arrêter juste un peu plus tard. Voilà, quant à notre classement, mon cher Laurent, si l'on s'en tient à ce qu'on a sur les stats ici, le classement juste à côté, eh bien la numéro 62 est pour nous toujours à la 3e position. Mais maintenant, comme elle n'a pas passé la ligne d'arrivée, plus que probablement la 61 de Bas Lenders se va en hériter. Superbe plan de Marc Goossens. À moins qu'on lui donne, qu'on l'accrédite de son arrivée, puisqu'il est arrivé quand même dans une Porsche. Il a passé l'arrivée. D'accord, mais c'était pas la 62, c'était la 44 celle-là quand même. Donc soyons fous. Vu ce qui s'est passé en fin de course, effectivement, tout est possible. Et vu ce qui s'est passé dans ces 24 heures, effectivement, là, avec l'imbroglio final, Danny Dubois qui ne savait plus où donner de la tête, le directeur de course. Ouais, non, c'est du jamais vu. Et cette Porsche numéro 62 qu'on va tracter maintenant pour la faire rejoindre le parc fermé, pour lui permettre de rejoindre les autres voitures après l'arrivée. Ah bah, ce fut phénoménal. Ce fut phénoménal, tout simplement. On a vécu une course de grande première ici à Zolder. Oui, tout à fait. Il ne manquait que Joyce de Troc en travers sur la ligne d'arrivée. Effectivement, on va peut-être pas remuer le couteau dans la plaie pour certains concurrents, notamment les jeunes pilotes de la Ginetta. Mais voilà, et là, Marc Goossens dans son dernier tour qui fait signe. Pourquoi ? Parce qu'il sait que c'est le chant du signe quelque part pour cette voiture, la numéro 62, la Porsche 996 GT3 RS du RTM Racing. Il va s'immobiliser, là il fait signe au pilote derrière lui qu'il va se mettre à droite, qu'il va se ranger à droite, parce que le moteur a une pression d'huile à 0, et quand la pression d'huile est à 0, eh bien c'est fini. Alors le classement, oui, ils sont classés 3e, hein. Ils sont classés 3e ici. Là, un autre point du règlement qu'il faudra aller regarder. Oui. Je crois que de toute manière, pour avoir le classement final des 24 heures de Zolder, on vous renvoie demain dans vos quotidiens, dans Moteur, jeudi forcément. Oui, là, on vous donnera le bon classement, parce qu'il y a pas mal de discussions qui vont commencer, et notamment au niveau de la 3e place finale, l'équipe de Patrick Bélien avec la BMW Z3 va quand même, si pas faire appel, en tout cas mentionner au directeur de course qu'eux ont passé la ligne d'arrivée, tandis que la Porsche de Goossens était à l'abandon et n'a jamais passé cette ligne d'arrivée. Ils sont crédités du même nombre de tours, mais la Porsche n'a pas terminé. J'ai dit, vous parliez de la Ginetta tout à l'heure, qui a fini par reprendre la piste, qui n'est pas dans les points, qui n'est pas joué pour la gagne, qui a eu beaucoup de problèmes, mais qui a quand même fini ses 24 heures. Elle a fait 408 tours contre 775 au vainqueur, mais ceci dit, elle est à l'arrivée. Confirmation de la victoire de la Mini en catégorie tourisme, donc ça se serait passé dans le dans le tour d'honneur naturellement. Ceci dit, on ne sait pas. Voilà, effectivement, c'est un tour d'honneur, confirmation. Donc elle est classée, elle a gagné la catégorie tourisme. Et moi je soulignerai également la 6e place de la Porsche 996 GT3 Cup de Barta, Neff et Turco. C'est un équipage francophone, c'est une voiture du team du garage Pinot. C'est une Porsche super fiable, des pilotes qui sont des amateurs éclairés mais qui y croient à fond. Et la 6e des 24 heures de Zolder, c'est un super résultat, messieurs, chapeau. L'équipe s'était déjà distinguée, je pense, lors des 24 heures de Francorchamps. Voilà, le passage, cette image historique. Hein. Mike Hezemans va passer la ligne d'arrivée dans la pit lane. C'est quelque chose de magnifique. Ceci dit, il y a pas mal de panache de fumée derrière cette Chrysler Viper également. Voilà Mike Hezemans avec Paul Kumpen, le directeur du team. Je serais curieux d'avoir sa réaction, lui. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Paul Kumpen, le papa d'Anthony, manager du GLPK Racing. Il a tout connu dans sa carrière, Paul Kumpen. C'est un homme fantastique. Il est capable de s'énerver, de faire les plus grandes colères naturellement quand ça ne va pas. Il est capable de sauter plus haut que le podium lorsqu'il gagne des courses, lorsque sa voiture gagne des courses. Et en plus, quand il a son gamin dans la voiture, eh bien, ça mérite tout simplement les applaudissements du public et il ne s'en prive pas. On ramène la Mini. Ici, c'est dommage qu'on n'a pas l'image à l'instant, mais on ramène la Mini Cooper dans le parc fermé. Donc, elle sera bel et bien classée, cette voiture, et qui plus est, lauréate de la catégorie tourisme. Voilà la 42 dans un autre sens par rapport. Il faut dire qu'elle n'a pas passé la ligne d'arrivée comme les autres. Donc on l'a sans doute mis dans ce sens-là, histoire d'illustrer tout cela. On ramène d'autres voitures également. La numéro 50, c'était la voiture de Tom Van Bavel, l'autre BMW Z3, victime d'une sortie de route comme vous pouvez le constater.
La voiture est à l'arrêt là-bas. Et la fin de ces 24 heures de Zolder, décidément, je pense qu'on aura vécu un très très grand moment avec Mike Hezemans. Mike Hezemans, le pilote qui a passé la ligne d'arrivée dans les stades. Dat je afgevlakt was? Ja, ik zag zoveel vlaggen en iedereen. Oui, bien sûr, il pensait qu'il avait reçu le rapport à la mine, il n'a pas regardé. Het duurde me eigenlijk, stonden allemaal zo naar binnen. Dus ik durfde niet eens een ronde door te rijden. Voilà, et quand on lui a dit à la radio, mais attends, c'est pas fini, il dit, je le croyais pas, tout simplement. Dit seizoen dat je het nodige geluk hebt om tot het einde te geraken. Voilà, comme quoi il faut avoir de la chance jusqu'au bout. Dit jaar, maar gelukkig wel, ja. Ouais, ils n'ont pas eu beaucoup de chance en FIA GT avec Anthony Kumpen. Il dit c'était peut-être notre tour d'avoir un peu de chance cette fois-ci. En fin de course, là, Mike Hezemans. C'est quand même bien rock'n'roll, cette arrivée dans la pit lane. C'est bien rock'n'roll, effectivement. Et c'est vrai que Mike et Anthony Kumpen sont normalement équipiers dans le championnat FIA GT au sein du Car Sport Hollande. Une saison qui est un peu calamiteuse pour eux. Pas mal de podiums, pas de victoire malheureusement, des pannes mécaniques alors qu'ils étaient en tête, de grosses sorties de route également. Là, ils prennent un peu leur revanche sur le sort et c'est très bien. Il reste encore 3 manches à disputer dans le championnat FIA GT qui n'a rien à voir avec le Belcar du tout. On espère que ça va bien se passer pour eux et notamment pour Anthony Kumpen. Voilà l'image de cette mini S3 voilà. Qui passe, qui finit son tour d'honneur derrière une dépanneuse. Mais quel chapeau bas cette voiture et à son équipage quand même pour l'avoir amené. Voilà le classement de la catégorie tourisme avec la Mini qui trône au sommet devant des BMW bien sûr, BMW STE, BMW M3, BMW M5, la voiture d'André Carly à l'arrivée correctement placée et ça c'est une belle surprise également. Là on a la cérémonie de podium qui va commencer devant un public comme de coutume très très nombreux ici sur le circuit de Zolder. On a eu peur hier avec la pluie en début de course, on se dit aïe le public va être timide, ne va pas venir et la numéro 24 qui termine également contre un mur alors qu'elle avait connu pas mal d'ennuis également juste en fait de course, 1 heure avant la fin de la course et bien apparemment elle n'a pas passé la ligne d'arrivée. Il y a la loi des séries des fois, la rechercher effectivement. La loi des séries, on a des ennuis et une fois qu'on n'a plus d'ennuis, on casse la voiture, on se met contre un mur comme ça a été le cas d'ailleurs pour cette Viper qui avait été la numéro 1 qui a été touchée par l'autre Viper qui abîme un radiateur, qui abîme des pièces. On remplace tout et quand la voiture repart, le pilote repart avec le couteau entre les dents, on veut attaquer, refaire le retard, on se prend un vibreur, on part à la faute et hop ça y est c'est terminé. Et on n'a plus de pièces de rechange et on est obligé d'abandonner en ce qui concerne la Viper numéro 1 de Pertti Kuismanen, Karl Hasenbichler et Matti Alamäki. Ah voilà, l'image de la Chrysler Viper numéro 42 avec Mike Hezemans au volant qui ne passera pas donc la chicane Jackie X mais qui rentre dans le stand. Pour lui c'est déjà terminé à ce moment-là, il a fini journée Mike. Quand je pense qu'Anthony Kumpen lui-même interviewé par Gert il était plus sûr de son coup là Anthony. Il ne savait plus s'ils avaient gagné ou s'ils étaient disqualifiés. Allez demander au directeur de course voilà. Et donc apparemment là on a un problème avec voilà le podium tarde. Pourquoi? Voilà, on a vu notre classement tout à l'heure. Je vous disais la 62 n'a pas passé la ligne mais est classée en 3e position par rapport à la distance qu'elle a effectuée sur la piste. Mais ceci dit, il y a contestation bien évidemment dans le clan de l'équipe de Patrick Bélien, la BMW Z3 qui aimerait bien récupérer cette 3e place du général. Et on est en train d'analyser cette situation. Bon, on espère entre nous qu'ils ne vont pas analyser ça pendant 4 heures parce que sinon la lumière va manquer ici sur le circuit de Zolder. Mais ça va être la grosse discussion quand même au niveau des directeurs techniques, directeurs de circuit, etc. Savoir est-ce qu'on disqualifie ou pas cette numéro 62 qui a fait la course et je crois qu'on va rester là-dessus pour l'instant. Un podium vide mais en tout cas la certitude d'une victoire, celle d'une équipe, le GLP Car Racing, les voilà avec Anthony Kumpen avec la combinaison blanche derrière, avec Vincent Dupont qui se tient à sa gauche, avec Mike Hezemans qui se tient à sa droite et Bert Longin qui doit être quelque part également hors de l'image. Le GLP Car Racing s'est imposé ici à Zolder, les favoris l'ont emporté, victoire d'une Chrysler Viper. Ceci dit, résumé complet de l'intégralité de ce week-end dans l'émission moteur de cette semaine. Nous vous avons concocté ce numéro spécial durant tout le week-end. Vincent Franzen, un grand merci pour nous avoir apporté toutes ces informations et nous avoir aidé à suivre ces 24 heures. Mais avec plaisir. On vous retrouve très bientôt, j'espère l'année prochaine en tout cas pour ces 24 heures de Zolder. Rendez-vous très bientôt dans Moteur pour l'actualité des sports mécaniques. À bientôt, merci, au revoir.